Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder le chapitre 11 qui va traiter du modèle particulaire de la pression et des fluides. La première leçon là, va concerner particulièrement le modèle particulaire. Donc, tout d'abord, on va voir c'est quoi un modèle et c'est quoi ses caractéristiques. Donc, au fur et à mesure de la présentation, là, je vous invite à surligner les éléments, là, puis à compléter ce qui est manquant au fur et à mesure. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'un modèle? C'est une représentation visible d'une situation abstraite. Donc, il y a parfois des choses là, qui sont difficilement explicables ou qu'on ne peut pas voir parce que c'est trop petit. Donc, on va à ce moment-là utiliser un modèle là, pour représenter ce qui se passe dans la réalité. Donc, un exemple de modèle qu'on utilise en science et que vous avez probablement déjà vu là, précédemment, c'est le modèle pour représenter des molécules. Donc, généralement, ce modèle-là, on va venir utiliser des billes, des cercles, pour représenter une réalité abstraite. Donc, quand on veut représenter du dihydrogène, par exemple, on sait que c'est deux atomes d'hydrogène. Donc, on représente ces atomes-là par des billes. Donc, on sait que dans la réalité, les atomes sont trop petits pour qu'on les voie. On représente aussi le fait que ces atomes-là sont reliés entre elles là, par, ici, là, dans le modèle moléculaire éclaté, on a un bâtonnet ici là, qui représente la liaison entre les deux atomes d'hydrogène. Donc, quand on a un modèle, souvent, on va utiliser une représentation pour chaque élément. Donc, on voit ici, par exemple, que l'hydrogène est représenté par une bille blanche. À chaque fois qu'on va avoir le H ici, l'hydrogène, on va le représenter par la même bille blanche. Donc, on voit ici, on a trois atomes d'hydrogène. On voit trois billes blanches ici sur la molécule. Puis, on va changer de couleur ou de diamètre. Donc, on voit ici qu'on a une plus grosse bille pour représenter le chlore. Le chlore qui, en fait, est effectivement un atome plus gros que l'hydrogène. Et ici, on a choisi une bille bleue, là, vous voyez, pour représenter le N, qui est l'azote. Bien, quand on arrive ici avec N2, deux azotes, là, on vient utiliser les mêmes billes bleues. Et on a ici toujours là, les liaisons. Donc, on voit ici que pour N2, il y a trois liens qui attachent ces deux atomes-là ensemble. Donc, notre modèle ici moléculaire là, explique là, comment sont faites les molécules. Donc, c'est un modèle qu'on utilise quand même pas mal en sciences. Donc, un modèle, ça a 4 caractéristiques. Donc, c'est des caractéristiques qu'on dit essentielles pour que ce soit un bon modèle. Donc, on va d'abord les voir et ensuite vérifier qu'en fait, on a déjà utilisé précédemment dans un laboratoire là, un bon modèle, puis on va voir qu'il répondait à ces 4 caractéristiques-là. Donc, la première caractéristique, c'est qu'il met en relation plusieurs observations. Donc, plusieurs phénomènes qu'on peut observer, les modèles vont expliquer et mettre en lien ces observations-là. Deuxièmement, un bon modèle va être simple à comprendre, donc il va simplifier là, la réalité qu'il représente. Il va aussi permettre d'expliquer la réalité qu'il représente et aussi de prédire de nouveaux phénomènes. Donc, il va nous permettre de prévoir des nouvelles choses. Et finalement, un bon modèle, il est perfectible. Ça veut dire qu'on peut le modifier quand il y a des nouvelles connaissances qui arrivent. C'est entre autres le cas avec le modèle moléculaire qui a évolué vraiment beaucoup au fil du temps. Là, vous allez voir ça en secondaire 4, là, entre les premiers modèles des atomes là, qui remontent aussi loin que les Grecs. Donc, la période gréco-romaine que vous avez déjà vue et qui a été perfectionnée là, au cours des siècles. Donc, on a déjà utilisé là, un modèle ensemble. Donc, notre modèle nous permettait là, de représenter l'absorption intestinale.
Donc, on se rappelle qu'on a fait un laboratoire là, au cours duquel on a utilisé un sac là, qui représentait l'intestin et on a pu voir là, que certaines molécules passaient au travers du sac. Donc, c'était le cas du glucose. Donc, ça ici, ça nous a permis de représenter qu'est-ce qui se passe au niveau de l'intestin qui était quand même difficilement qui était difficile à représenter là, autrement. Donc, notre modèle, ben, il répondait au premier critère. Quand même, il est simple. On a utilisé un matériel de laboratoire qui était, somme toute, assez simple. Il nous a permis de mettre en lien plusieurs observations. Donc, on a pu représenter par le sac ici la paroi de l'intestin. Le contenu du sac représentait le contenu de l'intestin. L'eau représentait le sang et le contenant, le bécher, représentait les capillaires sanguins, les vaisseaux sanguins. Notre modèle aussi nous permettait d'expliquer, expliquer pourquoi le glucose traverse la paroi de l'intestin. On a dit ben c'est parce que c'est une molécule qui est assez petite, qui peut passer à travers la paroi. Puis on avait comparé ça avec l'amidon, puis on avait vu que l'amidon, elle n'arrivait pas à passer au travers du sac pour se ramasser dans le bécher. Donc on pouvait voir là, que les plus grosses molécules n'arrivent pas à traverser non plus la paroi de l'intestin. Ça nous permet aussi de prédire, donc si on vous demandait qu'est-ce qui se passerait si à la place du glucose on mettait des acides aminés, on pourrait penser que les acides aminés eux aussi passeraient au travers parce qu'ils sont assez petits. Puis si on mettait des protéines, on pourrait probablement prédire que les protéines ne passeraient pas au travers du sac parce que les protéines sont trop grosses. Donc ça nous permet, notre modèle, d'expliquer mais aussi de prédire qu'est-ce qui se passerait dans une situation différente. Et finalement, notre modèle, est-ce qu'il est perfectible? Dans ce cas-ci, ça serait un peu difficile de perfectionner le modèle. En fait, la limite de notre modèle, c'est que, contrairement au sang qui ici circule tout le temps, ici, notre eau, elle est stagnante, elle est stable. Donc, il n'y a pas de circulation d'eau. Donc, si on voulait perfectionner notre modèle, il faudrait trouver un moyen que de l'eau circule en permanence, de l'eau renouvelée, un peu comme le sang circule en permanence là, autour de l'intestin. Donc, notre modèle ici répondait quand même bien là, aux critères d'un bon modèle. Donc, le modèle qui va particulièrement nous intéresser aujourd'hui, c'est le modèle particulaire. Donc, le modèle particulaire, lui, il permet d'expliquer certains comportements et certaines propriétés de la matière. Donc, on va s'intéresser là aujourd'hui au modèle particulaire. Donc, dans le fond, notre modèle particulaire, on va beaucoup s'attarder aux trois phases de la matière que vous connaissez déjà. Puis notre modèle, il permet d'expliquer là, plusieurs comportements des solides, des liquides et des gaz. Donc, il y a 5 éléments dans le modèle particulaire. Donc, on a 5 énoncés différents. Donc, le premier énoncé, c'est que toute la matière se compose de particules minuscules. Puis ça, vous l'avez déjà vu aussi un peu, ces particules-là, ce sont soit des atomes ou bien des molécules, donc qui vont former toute la matière. Donc, on différencie atomes et molécules. Donc, dans le fond, un atome, c'est un élément seul, donc l'hydrogène, par exemple, le carbone, l'oxygène ou l'azote. Donc, ce sont des atomes séparés. Tandis qu'une molécule, c'est au moins 2 atomes réunis ensemble par ce qu'on a vu tantôt, là, une liaison. Ils sont accrochés l'un à l'autre. Donc, les molécules, c'est au moins 2 atomes. Ça peut être 2 atomes identiques, ici, 2 hydrogènes ou 2 oxygènes, 2 azotes. Mais c'est le plus souvent, là, on va voir des atomes différents qui sont unis entre elles. Donc, comme le cas ici du CO2, qui est du carbone et de l'oxygène, ou du méthane, qui est un gaz, où on a du carbone et de l'hydrogène, 4 atomes d'hydrogène. Donc, deuxième élément, deuxième énoncé de la théorie du modèle particulaire, c'est que chaque substance pure possède son propre type de particules. Donc, on voit ici, là, par exemple, une particule de sucre va être différente de celle de l'eau, puis le modèle ne changera pas. Donc,
c'est une substance pure, par exemple l'eau, et le modèle de l'atome, pas de l'atome, mais de la molécule va toujours être le même. Donc, elle a son propre type de particules. Donc, si on revient au tableau qu'on a déjà vu ensemble, bien, le dihydrogène, ben, c'est 2 atomes d'hydrogène et c'est son modèle, si on veut, de molécules. Donc, ils vont toujours être identiques et c'est particulier au dihydrogène. Donc, ça n'empêche pas qu'on peut mélanger les substances pures. Donc, par exemple, si je pense à l'air qui nous entoure, ben, les 2 principaux gaz dans l'air, c'est le diazote, ici, et le dioxygène. Donc, il y a beaucoup de particules de diazote, hein, près de 80% de l'air. Ça va être des particules de ce modèle-là. Et le dioxygène, tout près de 20% de l'air qui nous entoure, ben, ça va être ce modèle-là. Donc, on a des modèles particuliers, mais ça n'empêche pas qu'on peut les mélanger ensemble. Troisième énoncé. Donc, il existe des forces d'attraction. Donc, les particules vont s'attirer mutuellement. Donc, on parle à ce moment-là de forces d'attraction. Donc, il y a des forces d'attraction entre les particules. Et plus les particules sont rapprochées, bien, plus ces forces-là sont importantes. Donc, on a certaines phases de la matière là, où les particules sont très rapprochées. Donc, on revient avec le dessin qu'on avait au début. Par exemple, dans un solide, les particules sont très proches les unes des autres. Les forces sont plus importantes entre les particules. Puis, c'est pour ça qu'ils ont tendance à garder leur forme. Donc, on va revenir là au fait que ben, les forces d'attraction ne sont pas les mêmes selon l'état de la matière. Quatrième énoncé. Donc, les particules sont toujours en mouvement. Donc ça, c'est assez surprenant. Mais les particules, elles ont une certaine quantité d'énergie, ce qui leur permet de se déplacer. Donc, même lorsque la substance est à l'état solide, il y a quand même du mouvement dans les particules. On va les voir spécifiquement dans une prochaine vidéo. C'est quoi ces mouvements-là? Donc, on peut rapidement, tout simplement, là, mentionner que même de l'eau à l'état solide, donc finalement de la glace, il y a quand même une certaine quantité de mouvement là, qui est représentée par les petites lignes ici autour des particules. Donc, on voit ici le modèle particulaire, donc chaque bille bleue avec 2 billes rouges, bien, ça représente une molécule d'eau. Donc, toutes ces molécules-là d'eau sont reliées les unes aux autres et forment, par exemple, un cube de glace. On a de l'eau à l'état liquide, on voit qu'il y a des mouvements différents, et de la vapeur d'eau. Hein. C'est toujours le même modèle de particules, parce que c'est toujours de l'eau, mais elles ont des caractéristiques un peu différentes, ces molécules-là, selon l'état solide, liquide ou gazeux. Donc finalement, dernier énoncé qui est un peu en lien avec le précédent, c'est que les particules dont la température est plus élevée, donc plus la température va être élevée, plus les particules vont bouger rapidement. Donc, quand la température est élevée, les particules se déplacent plus vite en moyenne que lorsque la température est plus basse. Et pourquoi c'est comme ça? Ben, c'est tout simplement que plus la température est élevée, hein, plus chacune des particules, dans le fond, possède de l'énergie. Donc, dans une substance où la température est plus basse, ben, on a un certain mouvement des particules là, qui est représenté ici par des espèces de traînées qu'on voit. Donc, ça pourrait représenter, par exemple, des particules d'eau en mouvement dans un gaz. Et si on augmente la température, ben là, on voit que les particules bougent plus vite. C'est illustré là, par le fait que la traînée ici est plus longue. Donc, le fait d'augmenter la température, ça fait que les particules se déplacent plus rapidement. Donc, ça complète la première leçon sur qu'est-ce que c'est qu'un modèle et ça introduit également le modèle particulaire. Je vous invite à aller voir la vidéo suivante là, qui va vous illustrer un peu c'est quoi la différence entre un état solide, un état liquide et un état gazeux.